Bonsoir à tous, merci d'être venus encore ce soir à cette édition du Café des Sciences. Ce soir, une édition un peu spéciale parce qu'on n'aura pas un, pas deux, pas trois, mais bien quatre intervenants différents de quatre structures différentes euh, pour aborder un thème, une thématique très intéressante qui peut être abordée du coup apparemment sous quatre angles différents. Donc on aura l'OFB, on aura Guyane Nature Environnement, on aura Quata et également Guyane Astronomie qui seront là pour nous parler du sujet de la pollution lumineuse. Donc un sujet quand même assez actuel et en lien avec le territoire aussi. Sans plus attendre, étant donné qu'on a déjà pris un peu de retard et qu'on veut laisser assez de temps de parole à tout le monde ce soir, je vais laisser la parole à Almodis de l'OFB qui va enclencher cette édition du Café des Sciences. Merci beaucoup. Merci. Pour tourner c'est ça? J'appuie sur... Ok. Bonsoir, merci à tous et à toutes d'être venus ce soir. Du coup, comme Simon l'a dit, moi je suis Almodis, je travaille à l'OFB, l'Office français de la biodiversité. Je travaille pour le plan national d'action pour les tortues marines, mais ce soir je ne vais pas vous parler de tortues, en tout cas pas moi. Donc le déroulé de la présentation, voilà, on va présenter un peu ce qu'est la pollution lumineuse, un petit rappel de la réglementation, un focus tortue marine par Quata, et du coup les impacts de la pollution sur le ciel et dans le monde et en Guyane. Donc très rapidement, qu'est-ce que la pollution lumineuse ? La pollution lumineuse, du coup, c'est tout ce qui va être lumière artificielle non maîtrisée. Donc ça peut aller de la petite enseigne dans une petite boutique à un lampadaire dans une rue jusqu'à un gros spot lumineux au niveau d'un stade de foot ou toute une zone ouverte comme un parking. Ça, c'est vraiment le pire. Et cette pollution lumineuse dans le monde, on estime qu'elle gagne 2% par an en termes de surface et aussi en termes d'intensité lumineuse. Donc elle a encore de beaux jours malheureusement. En Guyane, elle va concerner surtout le littoral. Donc moi, je vais vous expliquer un petit peu en quoi cette pollution lumineuse, elle impacte la biodiversité. On peut aussi noter que c'est un gros gaspillage d'énergie, vu que l'énergie consommée par l'éclairage public représente en moyenne 41% des consommations d'électricité des collectivités territoriales. Donc en plus de gaspiller de l'énergie, c'est très cher. Donc la pollution lumineuse, ce qu'il faut savoir avant tout, c'est que en fait, la majorité des animaux sont nocturnes. On pourrait penser l'inverse, mais en fait, pour les vertébrés, on a 30% des vertébrés qui sont nocturnes. Donc les vertébrés, ça comprend les mammifères, les oiseaux, les reptiles, etc. Et c'est surtout sur les invertébrés où on a 65% d'invertébrés qui sont des animaux nocturnes. Donc la pollution lumineuse, elle va les impacter de différentes manières. J'ai pris quelques cas, quelques exemples, notamment sur les rapaces nocturnes. Vous voyez, vous avez tous en tête la chouette avec ses gros yeux. Elle s'est vraiment adaptée pour du coup une vie nocturne. Elle va capter la lumière naturelle de la lune, des étoiles pour voir ses proies et du coup vivre la nuit. Et du coup, elle va être impactée parce que du coup, ça va réduire son habitat parce qu'elle va vraiment rester éloignée de toutes les zones qui sont éclairées et où la pollution lumineuse est trop intense. On a aussi du coup le cas des oiseaux migrateurs. Les oiseaux migrateurs, ils se repèrent avec les étoiles et les lumières naturelles, ce qui fait que pendant leur long cycle migratoire, ils peuvent du coup être complètement désorientés et déboussolés par la lumière des villes. Ça va les faire se fatiguer et mourir potentiellement d'épuisement ou aussi par collision. On a des cas d'oiseaux migrateurs qui se prennent en fait dans des tours lumineuses et qui meurent de cette manière. Dernier exemple que j'ai pris, du coup, le cas des insectes volants, parce qu'on dirait qu'on a tous cette image en tête du lampadaire et même de la lampe avec tous les insectes qui sont attirés. Eux aussi s'orientent grâce au ciel étoilé et du coup, en étant attirés par cette lumière-là, ils vont
s'épuiser, voire cramer et mourir comme ça. Donc il y a aussi du coup le cas des tortues marines, mais qui sont impactées doublement. Solène vous en parlera tout à l'heure. Donc, comme je viens de le dire, en fait, la lumière artificielle, elle peut former une barrière infranchissable, même si pour nous, ça peut paraître dérisoire. En fait, à l'image d'un mur, la biodiversité, en fait, va être complètement fragmentée à cause de la pollution lumineuse. Ça a été un petit peu théorisé, du coup, en 2006. Notamment pour les insectes, où on a du coup un double impact. On a du coup la fragmentation de la biodiversité par répulsion, donc comme j'ai dit le cas par exemple des rapaces nocturnes qui vont du coup être effrayés par la lumière, en tout cas qui ne vont pas vouloir y aller, et la fragmentation par absorption, ou du coup le cas par exemple de ces insectes qui sont vraiment attirés par la lumière. Donc l'OFB concrètement, et puis que faire face à ça? On a un outil qui est assez récent qui s'appelle la trame noire. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des trames vertes et bleues, qui est un outil un petit peu plus ancien qui consiste à restaurer des corridors, donc des couloirs de déplacement entre différentes zones naturelles. Donc là par exemple sur cette image on voit que on a différentes zones naturelles, là, celle-là, avec des corridors écologiques. On a une route qui la barre, et ça va être du coup des zones, des continuités écologiques à restaurer pour pouvoir du coup, laisser la biodiversité se déplacer librement. Cette trame verte et bleue, elle est vraiment récemment prise en compte, elle a été prise en compte très récemment en Guyane. Et en fait, de la même manière que des continuités écologiques doivent être restaurées de manière terrestre et aquatique, et les trames noires, elles visent à restaurer des couloirs obscurs afin de laisser passer toute la biodiversité nocturne qui pourrait être du coup bloquée dans des zones où la lumière les empêche de passer, comme je vous ai parlé de ce mur qui les empêche de passer. Donc voilà, nous en fait, l'OFB, on accompagne les élus, les partenaires locaux, les collectivités. En Guyane, ça va surtout concerner du coup l'île de Cayenne et surtout l'impact sur le littoral. Voilà pour la pollution lumineuse et l'impact très général sur la biodiversité et l'outil trame noire. Maintenant, je vais laisser la parole à Anar qui va présenter un outil un petit peu plus dissuasif et réglementaire. Alors, je me présente, Anar Vali Mohamed. Je travaille pour l'association Guyane Nature Environnement sur un projet qui s'appelle Sentinelle de la Nature. Donc là, je vais aborder en fait l'application de la réglementation en lien avec la pollution lumineuse, parce qu'il y a une réglementation liée à la pollution lumineuse dont l'objectif va être de limiter les nuisances et la consommation d'énergie. Donc il y a un peu ces deux axes qui sont assez importants. Donc cette réglementation elle va émerger suite au Grenelle de l'environnement vers 2009-2010, les deux Grenelles qui vont en fait amener à une certaine dynamique qui va permettre le premier arrêté d'être adopté, donc le 25 janvier 2013, qui va se focaliser sur les bâtiments non résidentiels. Donc l'idée ça va être de limiter les nuisances lumineuses et de permettre une meilleure consommation énergétique. Sauf que cet arrêté est très incomplet. Donc en 2018, il va y avoir un autre arrêté du 27 décembre qui va vraiment se focaliser sur la prévention, la réduction et la limitation des nuisances lumineuses. Donc il va préciser deux éléments différents. Donc d'abord les prescriptions temporelles. Ça veut dire qu'en gros, on va essayer de limiter les luminaires à une certaine heure. Donc vous allez surtout retenir entre 1h et 6h du matin en sortant d'ici. Et il y a aussi des prescriptions techniques, donc l'orientation, l'intensité et la couleur de la lumière. Donc cette réglementation, elle a des sanctions qui sont prévues, donc une amende de 750 € en cas de non-respect des dispositions. Sauf que dans les faits, on se rend compte qu'elle est quand même très technique, la réglementation, et elle est du coup peu suivie des faits. Il y a une mauvaise connaissance du sujet, une absence de contrôle et pas forcément beaucoup de dissuasion, dans le sens où l'amende n'est pas forcément non plus très dissuasif, surtout si elle n'est pas appliquée. Donc voilà.
Donc là, les petites images, elles ont été faites par France Nature Environnement Occitanie pour justement dire, en fait, à un moment, on ne sait plus vraiment, elle est tellement technique, cette réglementation, qu'on se demande s'il y a des choses qui sont interdites ou non. Les écrans, ah, mais en fait, là, c'est Noël. Donc, je vais vous en parler un peu pour que vous ayez quelques éléments de connaissance sur vraiment cet arrêté du 27 décembre 2018. Donc, concernant les commerces et les bureaux, on va avoir tout ce qui est éclairage intérieur et extérieur des locaux qui doit se limiter à 1 heure après la fin d'occupation des locaux et reprendre 1 heure avant le début de l'activité. Donc ça, par exemple, c'est vrai que ça ne va pas forcément venir à l'esprit, mais l'idée, c'est de, quand les locaux sont plus utilisés, 1 heure après, d'éteindre les lumières. Sur les vitrines, là, il va y avoir un peu plus de marge de manœuvre. C'est soit 1 heure après la fermeture, soit à partir d'1 heure du matin. Mais vraiment, c'est vrai qu'à partir d'1 heure du matin, tous les éclairages doivent être éteints, sauf la voirie publique. Au niveau du patrimoine bâti, donc ça va être les ponts, les églises, c'est à partir de 1 heure du matin. Et parc et jardin, c'est pareil, 1 heure après la fermeture ou à partir d'1 heure du matin. Pour les copropriétés aussi, on retient 1 heure du matin. Enfin, l'arrêté précise aussi que sur les chantiers extérieurs, il faut éteindre tous les éléments lumineux à 1 heure après la fin d'activité. Et pour les parkings, 2 heures après la fin d'activité. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, cette petite nuance. Et 1 heure avant le début d'activité, on peut rallumer les différentes lumières. Ensuite, on va avoir les enseignes et publicités lumineuses. Donc cette partie-là, elle se mélange un peu avec le règlement local de publicité. Mais en gros, elle a été intégrée vers 2022. Et on garde cette règle de 1 heure du matin jusqu'à 6 heures du matin. Les panneaux lumineux doivent être éteints. Ensuite, il va y avoir quelques dispositions sur les milieux aquatiques. Donc, interdit d'éclairer directement les milieux aquatiques. Et au 1er janvier 2025, il y a une nouvelle interdiction des luminaires. Donc là, c'est un peu technique, mais la lumière serait émise, quand la lumière est émise et supérieure à 50% au-dessus de l'horizontale. En fait, ça concerne juste ces petites lampadaires boules. Alors moi, j'en ai pas forcément vu en Guyane. Je ne sais pas si vous en avez vu, mais du coup, là, voilà, en métropole, ils sont assez attentifs sur cette nouvelle réglementation qui est mise en place. Après, pour rajouter la simplicité, il y a bien sûr des dérogations qui sont possibles, des adaptations au niveau local, qui peuvent être plus restrictives. Donc c'est le préfet qui peut décider de rendre de préconiser l'extinction de certains luminaires en lien avec une sensibilité, par rapport aux espèces faunistiques et floristiques, ou pour, comme on a parlé à Almodis, les continuités écologiques. Et il peut y avoir des dérogations moins restrictives. Donc par exemple durant la période de Noël ou lors d'événements exceptionnels locaux. Donc sur le cas des tortues, je ne vais pas forcément aller dans le détail, je vais juste parler de l'arrêté du 10 novembre 2022, donc qui fixe la liste des tortues marines protégées sur le territoire national et les modalités de leur protection. Et dans le cadre de cet article, il mentionne la perturbation induite par les nuisances lumineuses. Donc vraiment, on voit que c'est un élément mis en avant de perturbation pour les tortues. Donc, au vu de cette réglementation, Guyane Nature Environnement a lancé en fait une campagne de récolte de données sur la pollution lumineuse. On est parti du constat qu'en fait, on connaissait très mal l'application de la réglementation sur le territoire. On n'avait pas forcément d'idée de ce qui restait allumé pendant la nuit. Est-ce qu'il y a des enseignes qui... est-ce que la réglementation était respectée ou non ? Via l'outil Sentinelle de la Nature, qui est une application mobile qui permet de recenser les dégradations environnementales sur le territoire, on a proposé aux Sentinelles de la Nature, donc c'est toute la communauté qui participe à cet outil, qui est un outil grand public, tout le monde peut télécharger l'application gratuitement et signaler les dégradations sur le territoire. On a proposé aux Sentinelles de nous remonter les informations concernant les possibles perturbations. Et on a fait aussi une maraude pour récolter des données. Donc l'objectif, c'est vraiment d'avoir une idée de la problématique sur le territoire. Bon, on s'est limité du coup sur l'île de Cayenne pour des raisons pratiques et logistiques. Sur la campagne qui a eu lieu en octobre-novembre,
On a eu environ 150 signalements qui ont été récoltés. Et on va avoir principalement des enseignes qui sont restées allumées. Donc par exemple, en allant vers Collery, Jiffy était éteint, mais l'enseigne d'à côté était allumée. Donc ça veut dire quand même que c'est possible de l'éteindre. Mais il y a pas mal des enseignes restent allumées la nuit. Au niveau des écrans lumineux, on a constaté que les écrans publicitaires étaient éteints à 1h du matin, sauf celui qui est vers Baduel qui mettait sa lumière bleue. Par contre, au Family Plaza, les écrans restaient allumés après 1h du matin. Donc voilà. Après, on avait pas mal d'éclairage de vitrines et beaucoup d'éclairage de locaux, quasiment partout. On a eu, après, il y avait aussi des écoles, des collèges. Enfin voilà, vraiment tout reste allumé. De manière générale, en tout cas entre 23h et 2h du matin, le temps de la maraude. Donc, je vais laisser la place à Solène qui va vous parler du cas des tortues. Alors bonsoir à tous, moi du coup Solène Alary de l'association Coata, et donc effectivement moi je vais vous parler de la pollution lumineuse dans le cadre des tortues marines. Donc les tortues marines, voilà, on est quand même sur une espèce qui est assez emblématique de Guyane, qui est assez connue. Juste petit rappel pour qu'on parte tous de la même base, en Guyane on a quand même 3 espèces de tortues marines qui viennent pondre de façon régulière sur nos plages. Donc la tortue luth, la tortue olivâtre et la tortue verte. Et il faut aussi avoir en tête que les plages de Guyane, ça fait quand même partie des grands sites de ponte à l'échelle internationale. Donc il y a un vrai enjeu par rapport à ces espèces et on a un vrai rôle à jouer par rapport à ça. Alors du coup, à l'échelle de la Guyane, on a quand même 2 principales zones de ponte où les tortues vont venir pondre. La première zone que vous connaissez probablement, du coup, c'est l'île de Cayenne, avec notamment la plage des Salines, mais pas que. On a aussi la plage de Montabo, la plage de Gosselin. Donc voilà, plusieurs plages, on a un très grand nombre de pontes à l'échelle de la Guyane. Et le deuxième secteur, ça va être plutôt du côté de Awala. La caractéristique de ces 2 zones, c'est qu'en termes de pollution lumineuse, on est quand même sur des sites de ponte qui sont à proximité directe de zones urbanisées. Alors là, du coup, vous avez la pollution lumineuse à l'échelle de la Guyane. Bon, alors évidemment, l'île de Cayenne, c'est très flagrant. On va dire que la pollution lumineuse, on s'en rend vraiment bien compte. Donc là, on est vraiment sur des plages qui sont directement à proximité des habitations. On a des restaurants qui sont sur la plage. On a des rues qui donnent sur la plage avec donc de l'éclairage public. Donc on est vraiment sur des zones qui sont vraiment bien éclairées. Du côté de Awala, évidemment, c'est un peu plus subtil. Ça se voit très bien sur la carte, c'est beaucoup moins éclairé, beaucoup moins pollué à ce niveau-là. On a quand même du coup la plage qui donne directement sur le parking, les habitations qui sont juste derrière. Donc évidemment, on n'est pas sur la même échelle, mais on est quand même sur un enjeu qui n'est pas du tout négligeable. Et évidemment, les tortues marines, ça vient pondre la nuit, parce que sinon ce serait pas marrant. Et du coup, voilà, c'est vraiment des espèces qui sont directement impactées par cette pollution lumineuse, notamment en Guyane, de par cette localisation des sites de ponte. Alors concrètement, comment est-ce que la pollution lumineuse, ça impacte les tortues marines? Déjà, il faut avoir en tête que ça les impacte à différents stades de leur vie. Le premier stade qui paraît assez évident, c'est ce qu'on voit le plus souvent sur nos plages, c'est les tortues adultes qui viennent pondre donc sur la plage. Le deuxième stade, c'est les émergences, donc les nouveau-nés qui vont sortir du nid et qui vont chercher à rejoindre la mer. C'est vraiment les 2 phases où elles vont être impactées, tout simplement parce que voilà, elles sont sur la plage à proximité de la lumière, c'est le moment où ça les impacte. Ça semble un peu évident, mais tout de même. Et du coup, concrètement, comment est-ce que ça les impacte? Déjà, il faut avoir en tête que les adultes, lorsqu'elles vont chercher à venir pondre, elles vont avoir tendance à délaisser les sites de ponte qui sont éclairés. Je suis passée. Donc concrètement, en fait, si elles voient une zone qui est éclairée, elles vont peut-être avoir tendance à ne pas y aller. Ça implique plusieurs choses. Le fait que, du coup, elles risquent de se diriger vers une autre zone de ponte qui est peut-être moins favorable, qui est peut-être de moins bonne qualité. La deuxième chose, c'est que ça diminue également, du coup, la surface sur laquelle il leur est possible de venir pondre. Pour vous donner un exemple très concret de en quoi ça peut être dérangeant, plus on a une petite surface où les tortues peuvent venir pondre, plus on a de tortues qui vont venir pondre à cet endroit. C'est pas du tout impossible qu'on ait une tortue qui vienne, qui fasse son nid à un endroit où une précédente tortue avait déjà pondu. Donc la tortue déterre les œufs de la précédente tortue. Ça peut poser plein de soucis, donc on est vraiment sur des problématiques très concrètes.
Le deuxième élément, ça va être le fait d'être dérangé pendant la ponte. Alors ça, du coup, ça va plutôt être, par exemple, si on a des personnes qui se promènent sur la plage de nuit avec des lampes, la tortue qui est en train de pondre peut être dérangée à ce moment-là, ça peut être stressant pour elle. Et là, du coup, plusieurs risques, probablement qu'elle interrompe la ponte tout simplement, et que du coup, elle reparte à l'eau. On peut aussi avoir le risque qu'elle raccourcisse en fait la phase de camouflage où elle camoufle le nid. Donc là, évidemment, après, on peut imaginer tous les problèmes qui s'en suivent. Donc ça aussi, c'est une problématique qui est assez grande. Et après, on a l'impact qui est souvent le plus connu, qui va être le fait que les tortues soient désorientées. Alors, pour vous parler un petit peu plus en détail de cette désorientation, il faut savoir que si on s'imagine de nuit sur la plage, sans lumière artificielle, sans habitation à proximité ou quoi, a priori, la zone qui va être la plus lumineuse à l'horizon, ça va être la mer. Tout simplement parce qu'il y a la lune qui va se refléter dedans, il y a les étoiles qui vont se refléter dedans, l'écume, elle est blanche, donc a priori, ça va être cette zone-là qui va être la plus lumineuse. Au contraire, toute la partie de végétation qui peut être en arrière-plage, elle risque d'être plus sombre parce qu'elle absorbe plus la lumière. Donc, quand allô, c'est bon. Quand on est une tortue sur la plage, qu'on a pondu ou qu'on cherche à rejoindre la mer, comment est-ce qu'on se dirige vers la mer? On se dirige vers l'endroit le plus lumineux. Ça marche très bien tant qu'on n'a pas de pollution lumineuse. Parce qu'évidemment, si on rajoute de la lumière artificielle dans l'équation, ça va complètement perturber les tortues qui vont du coup plus réussir à identifier où se situe la mer et où se situe le reste de la Terre. Dans ces situations-là, on peut avoir plusieurs soucis. Là, je vous ai mis quelques exemples du coup de tortues qui sont désorientées. Donc la première tout à gauche, c'est une tortue, donc adulte évidemment, qui s'est retrouvée sur la route suite à une désorientation. La deuxième, du coup, c'est une émergence qui, pareil, se trouve sur la route. La troisième, du coup, c'est à nouveau une émergence qui, là, se situe dans la végétation de la plage et qui, du coup, se retrouve emmêlée, en fait, dans cette végétation. Alors en fait, du coup, on a plusieurs risques quand les tortues sont désorientées. Il faut déjà savoir que, évidemment, les tortues qui se retrouvent sur la route, il y a un risque évident de collision avec des véhicules. Alors une tortue adulte, ça se remarque assez bien, donc on imagine que ça peut quand même s'éviter. Une émergence, c'est quand même beaucoup plus petit et c'est quand même beaucoup moins visible. Donc là, le risque est assez grand. Ensuite, le deuxième élément, c'est simplement que, évidemment, une tortue qui est sur Terre, elle risque de se déshydrater, surtout si ça fait un long moment qu'elle est là. A priori, donc là dans les premiers cas ça se passe de nuit, dans le troisième ça se passe de jour. Donc là dans le troisième cas c'est une émergence qui s'est désorientée et qui du coup en plein jour est toujours sur la plage et n'a pas encore regagné la mer. Donc là entre le soleil, la chaleur, tous ces éléments là, ça peut vraiment devenir dangereux pour ces animaux et avec un risque de mort qui est beaucoup plus élevé. Troisième élément évidemment c'est aussi la prédation. Des tortues sur Terre, mine de rien, c'est quand même assez vulnérable. On a régulièrement des attaques de chiens, alors d'autant plus sur les émergences parce que c'est beaucoup plus facile, mais ça arrive évidemment aussi sur les individus adultes. Donc voilà, plus une tortue passe de temps sur Terre, plus elle est vulnérable à ce type d'enjeu. Et après, évidemment, tout simplement, tous les éléments qui vont être la fatigue, le stress pour l'animal qui va éventuellement ne jamais réussir à retrouver la direction de la mer. Donc voilà, plein d'enjeux pas très cool pour nos tortues. Alors concrètement, comment est-ce qu'on fait pour limiter son impact sur les tortues? Là, je parle vraiment en termes d'individus, on se trouve sur la plage ou quoi, je ne parle pas en termes de mairie, de collectivité, d'autres usagers. Déjà, pour répondre à cette question, il faut avoir en tête quels sont les paramètres qui vont influencer les tortues et leur impact sur elles. Déjà, ça peut paraître assez évident, mais il faut quand même le souligner. L'intensité lumineuse, mine de rien, elle joue sur l'impact sur les tortues. Alors, il faut savoir que même une lumière qui est faible, ça va les déranger. Mais plus la lumière est forte, plus ça va les déranger. Deuxième élément qui est un peu lié, ça va être la visibilité de... Merci. Ça va être la visibilité de la source de lumière. Là, vous avez deux petites photos côte à côte. Dans la photo de gauche, la source de lumière est pas masquée. Dans celle de droite, elle l'est. On voit très très bien que dans celle de droite, du coup, la zone où la lumière est vraiment puissante est masquée. Donc, c'est moins dérangeant pour l'animal. Troisième facteur qui va pouvoir influencer, ça va être la couleur de la lumière. C'est assez connu généralement que les lumières rouges dérangent moins les tortues. En fait, tout simplement, les lumières rouges, elles sont moins bien perçues par les tortues.
Donc évidemment, c'est des choses qui vont moins les déranger. Ça ne veut pas dire que ça les dérange pas du tout, c'est juste que ça les dérange un peu moins. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait concrètement avec ça? Eh ben, déjà, quand on est sur la plage avec, donc de nuit, eh ben, on essaye de limiter au maximum le nombre de lumières et leur puissance. Très généralement, en fait, quand on est sur la plage de nuit, surtout s'il y a la lune, on arrive quand même à y voir. Et en fait, souvent, les lumières ne sont pas du tout indispensables pour se déplacer. La deuxième chose, ça va être d'éviter d'éclairer directement la tortue, justement pour ne pas la déranger et pour ne pas lui mettre la lumière directement dessus. Notamment sa tête, évidemment. Et le troisième élément, c'est évidemment de n'utiliser que des lumières rouges qui les dérangent beaucoup moins que la lumière blanche. Troisième chose, enfin plutôt dernière chose, qu'est-ce qu'on fait en cas de désorientation si demain vous vous promenez sur la plage et que vous vous trouvez face à une tortue qui est désorientée? Déjà, il faut avoir en tête que les tortues marines, c'est des espèces qui sont intégralement protégées et ça veut dire qu'on n'a absolument pas le droit de les toucher, de les manipuler, même si c'est par l'intermédiaire d'un bâton, de je ne sais quoi. On n'a pas du tout le droit de les toucher, et même si c'est avec la bonne intention de les remettre dans la bonne direction, on va dire. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Si vous êtes de nuit, éventuellement, ce que vous pouvez faire, c'est vous placer devant la source lumineuse, simplement pour bloquer en fait justement cette lumière et faire en sorte que peut-être, du coup, les individus se redirigent dans la bonne direction. Ça marche pas à tous les coups, mais des fois, ça peut permettre de quand même aider à ce que la suite se déroule bien. Et autre chose, vous pouvez prévenir Quata, tout simplement. Parce que, bon, vous le savez peut-être, mais on a quand même un réseau de bénévoles qui est assez important. On patrouille matin et soir sur les plages, donc on a souvent des personnes qui sont pas trop loin, qui sont prêtes à intervenir ou quoi, et qui surtout ont l'habitude de gérer ce genre de situation. Il faut savoir aussi que dans l'équipe, on a des personnes qui justement ont des dérogations qui leur permettent de manipuler des individus. Donc voilà, si on n'a pas d'autre solution, de permettre de les remettre dans la bonne direction. Donc dans ces situations-là, n'hésitez pas à nous appeler ou à nous contacter sur les réseaux ou quoi, parce que des fois, on a la possibilité d'intervenir justement dans ces situations. Et du coup, c'est la fin de ma présentation. Et maintenant, on va parler du fait que la pollution lumineuse, c'est pas seulement sur la biodiversité. Et je laisse la parole à Guyane Astro. Allô, bonsoir à tous. Donc je continue directement en vous disant qu'effectivement la pollution lumineuse impacte bien sûr le vivant, mais aussi nous-mêmes. Et donc je voulais vous poser une question avant de commencer, c'est pourquoi est-ce qu'on observe le ciel? Joli, ok, bonne réponse. Une autre réponse? Merci. Alors comment on fait pour passer à la slide suivante? Voilà, j'avais prévu ta réponse, tu vois. Donc, effectivement, c'est pour regarder les étoiles. Et donc, pour regarder les étoiles, nous avons exactement, mais on a quelque chose de beaucoup moins cher, qui est, donc en plus, qui n'a coûté absolument rien, ni à la CTG, ni à l'État français. Donc, ce sont quoi? Ce sont nos yeux. Et donc, nos yeux, eh bien, ce sont nos meilleurs instruments pour regarder les étoiles. Et tout petit cours très rapide sur le fonctionnement des yeux. Alors, vous avez la cornée, non, très simple. On a deux modes de fonctionnement de nos yeux. Le premier, c'est le mode diurne et le mode nocturne. On ne sensibilise pas tout à fait les mêmes cellules de notre œil en fonction que l'on regarde le jour ou l'on regarde la nuit. Et d'ailleurs, lorsqu'on passe d'une vision de jour, c'est-à-dire là, on peut considérer que nous sommes dans une vision de jour, il y a tellement de lumière autour de nous, que nos yeux donc sont dans une vision diurne. Et lorsque l'on va passer à une vision nocturne, si tout d'un coup on enlevait toutes les lumières, eh bien on se retrouvera à une vision nocturne qui ne sollicite pas les mêmes cellules. Donc il y a deux modes d'adaptation de notre œil à la diminution de la luminosité. Tout d'abord, eh bien, vous avez la pupille donc, qui va s'ouvrir, c'est un peu comme un diaphragme d'appareil photo. Et puis la deuxième chose, c'est que vous avez des cellules qui seront différemment donc, sensibilisées en fonction de la nuit et du jour. Donc le passage de l'un à l'autre, ça s'appelle l'adaptation scotopique. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons vraiment une adaptation qui va prendre environ 20 à 30 minutes. Lorsque l'on arrête la lumière, nos yeux vont d'abord tout simplement
vous le voyez ici avec donc la dilatation donc, de la pupille, eh bien, là c'est l'inverse, là c'est quand il y a beaucoup de lumière, et si la lumière revient, eh bien, vous voyez, la pupille va se redilater, et donc on va laisser passer plus de lumière. Mais ça, c'est une adaptation très rapide. L'adaptation derrière de la rétine, donc, c'est l'adaptation donc, de ces cellules qui seront sollicitées différemment, et ce n'est pas exactement les mêmes cellules qui vont fonctionner. Pourquoi je vous parle de tout ça ? C'est pour votre connaissance personnelle, mais aussi pour que vous compreniez que, effectivement, on va être touché, nous, justement, par la pollution lumineuse. Mais avant d'en parler, dernière petite notion, la notion de magnitude. Magnitude, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est tout simplement un indice de la luminosité d'une étoile. De façon un petit peu étonnante, l'indice, plus il est élevé, plus l'étoile est faible. Ce n'est pas la faute à Macron, c'est la faute aux Égyptiens, non, aux Grecs. Donc, effectivement, c'est très vieux cette histoire. Les premiers à classer les étoiles les ont classées en ordre inverse de luminosité, c'est-à-dire que plus une étoile a une magnitude élevée, plus elle va être très faible donc en luminosité. Mais en réalité, ce n'est pas tout à fait suffisant pour tout comprendre, puisqu'il y a la magnitude apparente et la magnitude absolue. Très simple, la magnitude absolue, c'est la luminosité de l'étoile quand elle brille, mais forcément la lumière émet donc sur une très longue distance, et en fonction de la distance, eh bien, la luminosité, bien sûr, diminue. Donc une étoile qui est très brillante, mais qui est très loin, va nous apparaître très faible. Une étoile très faible, mais qui est très proche, va nous apparaître très lumineuse. Donc on parle de magnitude apparente, c'est ce que l'on voit nous, et la magnitude absolue, ça c'est parce que justement les étoiles ont des différences de luminosité. C'est fini, ne vous inquiétez pas pour la théorie. Donc on passe juste à la dernière promis. La magnitude limite, c'est justement la magnitude que l'on va pouvoir observer en fonction d'un lieu. Donc vous le comprenez, plus on aura d'étoiles, plus la magnitude limite sera élevée. Ça veut dire qu'on arrive à voir des étoiles qui ont une magnitude très faible, enfin très forte, mais une luminosité très faible. Je vais vous exprimer ça de façon très simple. Regardez cette vision du ciel. Vous avez donc ici eh bien, des constellations très connues, hein, tout le monde les reconnaît bien sûr, le Loup, le Sagittaire, la Croix du Sud, la Couronne australe et le Sagittaire qui est ici. Bref, qu'est-ce que nous verrions donc si nous étions dans l'espace? Voilà ce que nous verrions. Ça, c'est la réalité donc des étoiles que vous pourriez voir, hein, mais aussi deux planètes, Jupiter et Mars. C'est un exemple. Hein. Eh bien, donc, si nous sommes sur Terre, nous ne voyons pas exactement cela. Nous avons forcément, même dans les endroits les moins pollués de la Terre, et je peux vous le dire, nous en avons ici en Guyane, puisqu'on considère que le sud de la Guyane est un des endroits les plus préservés au monde en termes de pollution lumineuse, avec notamment le Sahul, le Haut-Maroni, le Haut-Yapok, donc qui permettent d'avoir des ciels qui atteignent la magnitude limite maximale que l'œil humain est capable de voir. Et on l'estime à 7,2. Maintenant, vous avez compris ce système, enfin j'espère. Donc, on pourrait voir avec nos yeux à Sahul, on peut voir avec nos yeux à Sahul, eh bien, le ciel quasiment comme on le voit dans l'espace, avec un tout petit peu d'affaiblissement dû à l'atmosphère, tout simplement, donc, puisque l'atmosphère est un peu chargée en particules, notamment en vapeur d'eau et donc d'autres choses, notamment en Guyane. Mais voilà donc ce qu'on pourrait voir à Sahul. Si on se rapproche un petit peu des villes, mais qu'on reste quand même dans des zones assez correctes, proches donc, des villes, mais à quelques kilomètres ou dizaines de kilomètres, eh bien, il y en a beaucoup quand même en Guyane, il y a beaucoup de gens qui habitent dans ces zones, eh bien, on atteint quand même une magnitude assez record, donc autour de 6,5, ce qui est quand même déjà proche également de la luminosité maximale que nous pourrions capter avec nos propres yeux au maximal. Donc c'est déjà très très honorable. Vous voyez qu'on a perdu un petit peu donc, en nombre d'étoiles, mais ce n'est pas si gravissime que ça. On va continuer à se rapprocher. On arrive dans les transitions périurbaines, c'est-à-dire maintenant où l'on commence à voir le halo des villes comme Matoury, Roura et bien sûr Cayenne de loin. Eh bien, on va commencer à vraiment perdre. Et vous voyez, alors là, la luminosité de cette lampe, etc., pollue un petit peu mon image. Normalement, vous verriez qu'on commence à ne plus distinguer la Voie lactée. Donc la Voie lactée, c'est quoi? C'est un ensemble d'étoiles qui sont en fait les étoiles de notre propre galaxie. Et là, comme on regarde vers le centre, eh bien, il y en a beaucoup. Mais malheureusement, même s'il y en a beaucoup, la luminosité est très faible parce que c'est très loin. Et donc, vous voyez que quand on arrive proche eh bien, des villes, cette Voie lactée, elle disparaît tout simplement. Et donc, on ne voit plus la Voie lactée.
Et là, on est quand même dans des zones où finalement on n'est pas si loin de la ville, mais voilà, on n'est pas non plus en pleine ville. Si on continue à se rapprocher, là on est en commune, c'est-à-dire en gros les petites communes, Sinnamary, Rakubo, Mana, donc voilà, en plein centre-ville, entre guillemets, si on peut appeler des centres-villes, mais enfin en centre-village, eh bien on va déjà carrément perdre un nombre important d'étoiles, mais également la Voie lactée, donc qui a complètement disparu. On continue à se rapprocher. Là, si on est carrément dans le centre de Cayenne, Kourou, Saint-Laurent, eh bien, on va avoir une pauvreté assez marquante du nombre d'étoiles. On atteint une magnitude donc, qui n'est plus que de 3,5. Alors, ces chiffres peuvent varier, bien sûr, en fonction des endroits. Hein. Ce n'est pas quelque chose d'absolu. Mais vous voyez qu'il reste très facilement reconnaissable 2 planètes donc, qui sont très lumineuses, bien plus que les autres étoiles, puisque ce ne sont pas des étoiles, ce sont des planètes. Et les planètes sont généralement, en tout cas pour Jupiter, pour Saturne, pour Mars, pour Vénus, beaucoup plus lumineuses que la plupart des étoiles. Donc on n'a presque plus d'étoiles dans le centre de Cayenne. Dernière petite joke, c'est si nous étions dans le centre de Paris, attention, ça fait mal, voilà ce que l'on peut voir à Paris, donc du ciel, c'est-à-dire en gros, on voit des planètes, comme Jupiter, et même Mars a disparu. On va voir éventuellement Saturne, on va voir Vénus, et puis on va voir les étoiles les plus lumineuses, c'est-à-dire en gros une dizaine. Et éventuellement, si on s'éloigne un petit peu en banlieue de Paris, on va commencer à en voir quelques autres. Mais voilà le ciel que les Parisiens donc, peuvent voir à peu près tous les soirs, s'ils n'ont pas de nuages, ce qui est encore plus rare. Bref. Donc tout ça pour vous dire que le Parisien, malgré tout, il regarde le ciel et voilà ce qu'il voit, mais la réalité de ce qu'il devrait voir, c'est ça. Donc, il y a une réelle perte, et j'insiste sur le mot, une perte. Et une perte de quoi? Eh bien, vous allez le voir, de perte de plein de choses. Alors, j'ai presque fini de vous parler, juste pour vous dire qu'on l'a vu plusieurs fois déjà, la pollution lumineuse, elle est énorme dans certains pays, et notamment en Europe. On estime qu'en Europe, à peu près 60 à 90% des gens voient le ciel que je viens de vous présenter de Paris. C'est ça la représentation que plus de la moitié de la population européenne se fait du ciel. C'est quand même assez lourd de sens. Bien sûr, les États-Unis et surtout la côte Est. Et puis, on a en Asie énormément également, donc la Chine, l'Inde et puis le Moyen-Orient. Finalement, en Amérique du Sud, c'est surtout le sud Brésil et la côte Est du Brésil, donc ils sont très impactés. Et puis, vous le voyez, bien sûr, une très large zone incroyable donc, en Amazonie, donc de non-pollution lumineuse. En France, on l'a déjà abordé rapidement, bon, on peut dire que le territoire est quasi sinistré. Il y a quand même quelques exceptions avec le centre-Bretagne, le triangle du Quercy, qui est une zone très particulière, et puis d'une manière générale le centre de la France, où on a quand même quelques zones assez bien préservées au final. La Guyane, on l'avait déjà vu plusieurs fois, je ne le représente pas, vous avez compris, c'est très simple à comprendre. La question est finalement, parce que pour l'intérêt pour les tortues et le reste de la biodiversité, c'est très évident, la question c'est est-ce qu'il est important de conserver la vision des étoiles, et pourquoi est-ce que l'on conserve la vision des étoiles? Eh bien, la première chose, c'est que, vous le savez certainement, les étoiles ont d'abord servi, même pour les êtres humains, en tant qu'outils. Outils, courses pour la navigation principalement, mais aussi, et là je tenais à en parler, pour de nombreuses populations autochtones, également pour comprendre les rythmes saisonniers. Et c'est le cas notamment de beaucoup d'ethnies amérindiennes, donc autochtones de Guyane, qui ont développé une connaissance du temps, mais je ne parle pas du temps du climat, hein, mais du temps qui passe en fonction de l'apparition et de la disparition de certaines étoiles, de certaines constellations, et même de nébuleuses que l'on ne peut voir que dans la zone amazonienne. Donc il y a des choses qui sont liées aux étoiles et qui sont totalement, on va dire, locales, parce que les autochtones ont ces connaissances, malheureusement, qui sont souvent en train de se perdre. Donc ce sont tout d'abord, et vous l'avez cité aussi tout à l'heure pour les oiseaux, je crois, mais donc pour les tortues également, des points de repère, mais également pour les êtres humains. Donc deuxième chose, c'est peut-être la notion la plus difficile à expliquer, mais pourtant qui me paraît la plus évidente, eh bien,
le ciel, c'est notre patrimoine, au même titre que le paysage, au même titre que l'architecture, au même titre que la biodiversité. Ce sont des choses qui font partie de notre environnement, ce sont des choses qui nous appartiennent quelque part sans nous appartenir. Et donc, cela fait partie de notre patrimoine, il faut le protéger. Donc, tout simplement parce que voir le ciel, ça a des conséquences. Les conséquences, ne plus les voir surtout, c'est tout d'abord une perte de la confiance, et là je le dis directement pour écourter, de la confiance dans la science. Quand on ne voit pas le ciel, on peut imaginer que finalement toutes les images de l'espace, etc., ce n'est que du fake. Lorsque l'on voit tous les jours les étoiles, comme par exemple les populations autochtones de Guyane, forcément on a une relation avec le ciel qui est beaucoup plus forte, et donc peut-être une façon de se fondre avec ce ciel, alors que effectivement quelqu'un qui vit en ville va complètement ignorer cette partie-là. Troisième chose, évidemment, quatrième, c'est la science. Évidemment, voir les étoiles, ça aide à comprendre, mais de façon aussi scientifique, un nombre incommensurable de paramètres physiques. Et puis, pour la Guyane, c'est également peut-être une chance de développer une certaine forme de tourisme. On parle évidemment beaucoup de tourisme, d'écotourisme, mais il y a également l'astrotourisme que nous souhaitons développer justement avec notre association, parce qu'on pense que justement avec notre ciel très particulier, très préservé, et avec quand même des moments de l'année où il n'y a pas de nuages, peut-être un potentiel pour faire découvrir à ces 60% d'Européens qui n'ont jamais vu le ciel, pour une fois justement un ciel préservé. Voilà, donc en gros, protéger nos ciels, je vais juste redire à peu près ce qui a déjà été dit. Donc évidemment, il faut éteindre les lampes le plus souvent que lorsque c'est possible. Il faut favoriser, et là ça rejoint les tortues, les couleurs chaudes. De la même manière, les couleurs chaudes, donc c'est-à-dire rouge, plutôt qui tirent vers le rouge, sont beaucoup moins impactantes pour la pollution lumineuse que les lumières, on va dire jaunes, voire bleues, qui sont les pires. Il faut les orienter vers le bas, et il faut, et ça on peut en parler aussi, essayer de favoriser les lampes à détection plutôt que les lampes permanentes. Si effectivement, et on n'a pas abordé ce sujet, la question de la luminosité en Guyane, c'est surtout lié à des questions de sécurité, et donc peut-être on peut justement remplacer tout ce qui est permanent par des choses qui se déclenchent, et au final l'effet est peut-être même encore plus surprenant pour les voleurs de se faire surprendre par des lumières. Il existe des programmes, là je ne les cite pas. Ce sont vos programmes, ceux que vous développez, donc je n'en reparle pas. Et puis, il existe des choses très spécifiques à la conservation des ciels étoilés. Donc par exemple, des choses qui n'ont pas été développées en Guyane encore pour l'instant, le label Villes et Villages Étoilés, donc sur lesquels, effectivement, on pourrait accompagner une commune qui souhaiterait se faire labelliser au niveau national, donc dans ce sens. On a des associations internationales également, donc le Dark Sky, le nom m'échappe après, mais enfin c'est Dark Sky, donc qui gère maintenant le label international de réserve intégrale de ciel étoilé. Et donc là, on en a seulement 6 à 8 en France, et je crois une vingtaine dans le monde. Donc, et là, ce sont des réserves intégrales avec vraiment des paramètres un peu plus élevés. On n'en est pas encore là, mais en tout cas, déjà, villes et villages étoilés serait déjà une belle démarche. On peut citer également des démarches volontaires de certaines communes ou communautés d'agglomération, comme par exemple le Quercy, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, proche de Cahors, donc, ils se sont rendus compte qu'ils avaient déjà une pollution lumineuse faible, et donc des communes se sont liguées les unes entre elles pour faire des actions sans forcément labelliser ce qu'elles faisaient, mais en éteignant effectivement les lumières publiques cette fois-ci, et du coup en attirant maintenant des astronomes amateurs de 4 coins de France et même d'Europe, parce que l'on sait que le ciel est préservé. Voilà, donc petite référence, si ça vous intéresse les questions d'ethnoastronomie, donc liées au ciel, vous avez cette conférence que nous avons réalisée avec Damien Davy justement sur les ethnoastronomies amérindiennes. Et puis juste pour vous citer un petit exemple de ce que nous avons fait nous, nous faisons éteindre les lumières. Parfois, donc, lorsque nous faisons des animations au Fort Diamant, on a trouvé le moyen d'éteindre les lumières. Des fois, c'est pas facile. Dans le centre de Matoury, mais également proche de la mer. Donc, au final, il y a certainement des choses effectivement en commun avec la protection de la nature et notamment des tortues, puisque nous aussi, nous cherchons à faire éteindre les lumières, au moins temporairement, pour pouvoir essayer de faire découvrir le ciel au plus grand nombre. Des références si ça vous intéresse. Voilà, j'ai fini. Merci Frédéric, merci également Almodis, Anar et Solène pour cette présentation très intéressante. En tout cas, j'espère que les éclaircissements qu'ils vous auront apportés ne seront pas source de pollution lumineuse.
Et si vous le voulez bien, maintenant on peut passer à une séance de questions-réponses. S'il y a des questions dans la salle, n'hésitez pas, on va faire tourner le micro. Donc levez la main, posez votre question. Idéalement, dites-la à qui vous l'adressez. Et comme ça, on pourra répondre à vos questionnements. Y a-t-il des questions? Plus de timides dans la salle que de questions. Ah. Merci. Moi, j'ai deux questions. J'ai une question pour l'OFB et une pour GNE. Je veux savoir s'il y avait déjà des trams noires en zone urbaine en Guyane, et si oui, où elles sont. Et pour GNE, donc vous disiez qu'il y a des enseignes qui restent allumées, etc. Est-ce que vous allez voir ces entreprises, ces magasins, pour leur dire d'éteindre, et également pour les collectivités? Est-ce que vous avez un travail de lobbying comme ça? Merci. Du coup, il n'y a pas encore de tram noire vraiment identifié en Guyane. Après, en tout cas avec du coup Quata, GNE et les services de l'État, on a beaucoup travaillé avec la commune de Rémire-Montjoly. Ils n'ont pas pu venir ce soir, mais du coup, vraiment, on a fait du bon travail ensemble, notamment pour réduire l'impact de la pollution lumineuse sur le littoral de Rémire. Et c'est déjà une première étape du coup pour identifier voilà, ces trams noirs sur nos plages, mais pas encore, bientôt. Là, les trams vertes et bleues, du coup, commencent tout juste à être vraiment intégrés à tous nos schémas un petit peu d'aménagement des zones urbaines, etc. Donc, bientôt les trams noirs, on espère. Et aussi, pardon, il n'y a pas énormément d'études qui sont réalisées en fait sur la faune en Guyane et sur l'impact de la pollution lumineuse sur, du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, les rapaces, les oiseaux migrateurs, etc. En Guyane. Donc, ça rajoute encore un peu une difficulté, ce flou au niveau du réel impact sur la faune guyanaise. Sur les tortues, oui. Alors du coup, pour vous répondre, donc oui, la campagne était fin 2024. Donc l'idée, effectivement, c'est d'envoyer des courriers d'information. Comme je vous le disais, déjà, il y a un problème, on va dire, au niveau de la connaissance de la réglementation. Donc voilà, dans la mouvance un peu de ce que fait France Nature Environnement au niveau de l'Hexagone, on aimerait envoyer des courriers donc, à toutes les enseignes qu'on a référencées. Aussi les écoles pour information, parce que c'est vrai que je ne sais pas trop pourquoi ça reste allumé. Pour l'instant, on a juste lancé pendant la maraude, ce qui nous a paru le plus étonnant, c'est-à-dire le Family Plaza. Voilà, on a eu une réponse qui ne va pas dans le sens qu'on voudrait, mais qui aussi n'est pas une réponse réglementaire. Donc on va les relancer gentiment pour dire qu'en fait la raison technique est un petit peu étrange à appeler pour se défendre de laisser les écrans allumés. Mais vraiment, pour l'instant, on est plutôt sur de la sensibilisation, des courriers, parce qu'on se rend bien compte que cette problématique est quand même très mal connue et la réglementation est complètement inconnue. Est-ce qu'il y a des sanctions qui peuvent obliger des enseignes comme Family Plaza d'éteindre leur lumière? Alors, comme je le disais, il y a une amende qui existe. Donc 750 € qui peut être applicable. Alors pour le coup, je pense que si vraiment on voudrait l'appliquer, on pourrait peut-être se tourner vers l'OFB ou la commune. Mais j'avoue que je ne suis pas totalement sûre aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de contrôle, qui est l'organisme vers qui on pourrait se tourner pour appliquer cette amende. Mais on espère ne pas forcément avoir besoin d'aller jusque-là. Surtout aussi pour éviter de crisper sur une réglementation qui n'est pas connue, d'éviter directement d'aller vers le bâton. Mais au fur et à mesure, en fait, on aimerait continuer ces recensements d'année en année. Enfin, en tout cas, je pense que ça serait assez intéressant d'avoir un suivi de ces différents points qu'on a référencés en faisant des maraudes assez régulièrement. Il y a une priorisation qui pourrait être faite sur le cas des tortues, pour le coup, parce que l'impact, il est vraiment important et direct, et de booster la sensibilisation, de vraiment faire comprendre aux riverains aussi que ça a un impact important. Et sur le reste, d'y aller d'année en année, si on voit qu'il n'y a aucune amélioration, d'essayer de voir s'il y a des leviers un peu plus efficaces. Ok, merci. D'autres questions? Personne? Est-ce que vous êtes sûr? Oui.
peut-être une question à tous les intervenants pour avoir déjà discuté du sujet de la pollution lumineuse avec certains élus. Il y a toujours la croyance qui revient de l'insécurité liée au fait d'éteindre les lumières. Alors je sais que c'est une croyance parce que dans les faits, c'est absolument pas traduit, quoi. En tout cas, il n'y a pas de statistiques qui montrent que quand on éteint, il y a plus d'insécurité, mais on n'arrive pas à aller de l'avant sur le sujet. Est-ce que vous avez quelques éléments à apporter dans ce débat-là? Alors oui, parce que c'est une des questions les plus souvent posées lors de ce genre de conférence. Et en fait, il existe des statistiques. Donc j'en ai référencé quelques-unes. Alors, en fait, il n'est pas prouvé qu'il y ait plus de criminalité quand il y a moins d'éclairage. Et un des chiffres, c'est que 80% des cambriolages se font de jour. Bon, ça, c'est aussi parce que les maisons sont vides. Donc c'est un petit peu... Et 99% des délits qui se font de nuit le sont dans des rues éclairées. Donc en fait, le lien, c'est vraiment l'idée de se dire qu'il n'y a pas de lien direct entre la sécurité et les délits. Et même, donc il y a des personnes qui disaient que si on éteint les lumières, on aurait plus d'accidents, donc sur cet aspect sécuritaire-là. Et en fait, il s'avère que les gens roulent moins vite. Donc il y a moins d'accidents. Enfin, en tout cas, c'est pas prouvé qu'il y en a plus. Ah oui, et les statistiques, si vous voulez avoir plus de détails, il y a des statistiques de Samuel Chaléa, voilà, au cas où ça vous intéresse d'aller creuser un peu plus ce sujet-là sur la sécurité et les lumières. Mais la croyance est quand même très forte, je pense, en chacun de nous, d'avoir cette impression de sécurité avec les lumières. Merci. Encore une question? Oui. Bonsoir. Merci beaucoup pour la présentation, c'était assez chouette. C'est un sujet qui me touche pas mal et on a toujours le sentiment que c'est quelque chose qui reste invisible. Je voulais savoir ce que vous pensiez notamment des collectifs comme il en existe en France hexagonale qui vont éteindre de façon un peu volontaire, on va dire, les lumières des enseignes dans la rue. Est-ce que c'est quelque chose qui est répréhensible? Et est-ce que ce ne serait pas justement des modes d'action quand même relativement efficaces sur ces sujets? De se dire que une personne, s'il voit sa lumière éteinte tous les soirs par des personnes, est-ce qu'il va remédier, trouver une autre solution pour que ça reste allumé? Ou est-ce qu'il va au contraire peut-être accepter le fait que sa boutique ne soit pas allumée toute la nuit? Alors oui, j'avoue que je suis pas totalement sûre sur l'aspect répréhensible. Donc sur ça, je pourrais pas vous répondre. Je pourrais avoir l'information, mais en second temps, parce que là, ça me vient pas tout de suite en tête. Par contre, je sais que France Nature Environnement, au niveau national, ils se sont mis en lien avec certaines associations qui font ce genre de choses. Alors c'est une limite parfois qu'on se met d'éviter justement d'aller dans des désobéissances civiles, c'est un peu dans ce style-là. Après, je sais que les courriers, quand bien même ils ont cet avantage d'expliquer, sont rarement suivis de fait. Donc une double action, information et un peu plus quelque chose d'un peu plus proactif, c'est vrai que ça serait assez intéressant à vérifier après si on peut se faire arrêter dans la foulée. J'avoue que je ne peux pas vous répondre là-dessus. J'ai un doute, mais peut-être qu'en insistant surtout sur les gros, les grosses enseignes où cet effort peut être fait relativement facilement, ça serait peut-être assez intéressant. Après, je ne connais pas de collectifs qui font ça ici, en tout cas pas encore. Mais j'entends quand même beaucoup de personnes qui râlent un peu sur les panneaux publicitaires notamment et sur cette luminosité constante. Quelqu'un d'autre qui voudrait prendre la parole? Dernière chance. S'il n'y a personne, je tenais à remercier encore nos 4 magnifiques intervenants de ce soir. Ah, il y a Anar qui veut dire encore quelque chose. Je voulais juste vous préciser. Dans la table un peu derrière, on a mis, c'est l'OFB Equata qui utilise ça, des petites pastilles qu'on met sur les lumières quand on va voir les tortues. C'est une petite pastille rouge
Comme ça, vous l'ajoutez en fait sur vos lampes frontales pour éviter de déranger les tortues. Ça marche. Sur les flashs de téléphone, ça marche bien. Oui. C'est pas assez grand pour les lampes. Donc sur les flashs de téléphone, voilà. Et n'hésitez pas à vous servir. Ok, très bien. Bah alors, ces beaux petits goodies vont pouvoir clôturer cette agréable soirée qu'on a passée en votre compagnie. Je tenais donc à remercier encore une fois les intervenants et leurs structures, donc GNE, Quata, l'OFB et Guyane Astro. Évidemment, on remercie également le Café de la Garde, toujours nous accueillir ici. Il y a karaoké juste après, voilà, si ça vous intéresse, ça peut être chouette de rester. Et sinon, je vous donne rendez-vous le 12 juin où on aura un Café de la Gare encore ici, un Café des Sciences à nouveau ici au Café de la Gare, cette fois-ci animé par une structure bien connue également, l'ONF, qui viendra nous parler des dépérissements forestiers. Donc voilà, un sujet très joyeux pour ceux qui s'intéressent à la forêt et aux arbres, mais je n'en doute pas tout aussi intéressant. Donc voilà, je tenais à vous souhaiter une agréable soirée et à la prochaine. Merci.